Il y en avait un autre aussi, c'était consensuel, ce qui est pas mal, tu vois, ça fait consensuel et tout. Et Mais t'as fini de nous insulter, t'as fini de nous mansplainer la vie, là. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, oui en salle elles sont ouvertes, sur les plateformes de streaming, en DVD et en Blu-ray. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Et Eric. Bonsoir. À la technique, celui qui en prend plein les oreilles à chaque enregistrement, mais qui est toujours là. Bonsoir Alain. Salut Clémence. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Ne vous fiez pas aux apparences, c'est un des mots d'ordre de Promising Young Woman. Cette jeune femme prometteuse, elle s'appelle Cassie, elle est belle, elle est intelligente, mais pourtant, elle a lâché ses études de médecine, travaille dans un café et vit toujours chez ses parents à 30 ans. Et la nuit tombée, Cassie se rend dans des bars. Elle prétend être ivre et prend des prédateurs sexuels à leur propre piège. Une double vie qui va être chamboulée le jour où un ancien camarade de fac recroise sa route. À la réalisation de ce film, Emerald Fennell, d'abord connue en tant que comédienne, on l'a vue dernièrement dans Victoria et The Crown. Les amateurs de série la connaissent aussi comme réalisatrice et scénariste de Killing Eve. Elle signe donc ici son premier film de l'autre côté de la caméra et devient au passage la première réalisatrice britannique à être nommée aux Oscars pour le prix de la meilleure réalisatrice, du meilleur film et du meilleur scénario original. L'Oscar du meilleur scénario original, elle l'a décroché, ainsi que 2 BAFTA au passage, et Promising Young Woman a globalement été accueilli très positivement par la critique. Mais qu'en pensent nos chroniqueurs ? Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Moi je vais dire étendard. Étendard. Et moi je vais dire salope. Eh bien écoute, tu vas nous expliquer ça. Bien sûr. Très rapidement. Ouais, en fait, salope parce que, évidemment, hein, je le dis pas comme une insulte, surtout pas dans ce cas-là, mais parce que en fait, je pense que ce film est une dramatisation d'un état de fait, en fait, dont on entend parler souvent, c'est-à-dire des femmes qui couchent avec des mecs, on va dire rapidement, et qui après se font traiter de tous les noms. Et en fait, ce film, en fait, il dénonce ça. Cette femme se grime, comme tu le dis, en fait. Je dirais pas prédateur sexuel. Hein. Moi, je pense qu'elle attire un peu des pauvres mecs en fait dans son filet, mais elle se grime, en tout cas en espèce de conne sensuelle, fait semblant d'être ivre, se fait ramener chez les mecs délibérément, et après les confronte à ce qu'ils allaient faire, c'est-à-dire en fait un espèce de viol. Plus ou moins. C'est un viol. C'est un viol. Et oui, mais en fait, ce qui est bien dans ce film-là, c'est que justement, ça joue sur les nuances. C'est-à-dire que là où ils sont pas des prédateurs sexuels, tel type qui joue dans Superbad, là, McLovin, qui est un des... Christopher Mintz-Plasse. C'est ça, merci. Et qui est complètement à l'ouest, qui lui parle de son projet de roman, etc., qui semble complètement inoffensif au départ, mais qui quand même prend de la coke, mais qui quand même la pousse, etc., quoi. Et en fait, à cette histoire, parce que c'est une histoire de vengeance, va se grimer en fait tout ce contexte sociologique-là qui est assez intéressant. Voilà, pour moi. Et en fait, ce film-là, il m'a beaucoup intéressé là-dessus parce qu'en fait, finalement, on se plaint beaucoup dans Capture Mag du manque de contenu des films. Ce film a beaucoup de problèmes, mais au moins, il ne souffre pas de ce problème-là. Et c'est un film qui a du contenu, je trouve. Est-ce que le mot que tu voulais dire, c'était vraiment ça là, parce que c'était pas plutôt slut-shaming ?
Si, en fait, ça fait partie de ça. Oui, bien sûr, ça fait partie de ça, effectivement. En fait, et d'ailleurs, à chaque fois dans ces modus operandi, bon, sans vouloir spoiler la fin, elle se déguise en infirmière sexiste, stripteaseuse, etc. On va spoiler la fin. Je suis désolée, on est obligé de la spoiler après. On peut prévenir. Mais elle va utiliser, en fait. Bon, si on va spoiler la fin, en fait, on pourra dire plein de choses parce qu'en fait, c'est aussi une technique d'écriture qui m'a fait beaucoup penser à du David Mamet, dans la manière dont ça va en fait être extrêmement théâtralisé. Jouer beaucoup sur des dialogues et des révélations. Et là-dessus, en fait, je trouve dans le script, il y a beaucoup de choses qui sont très habiles. Et après, des choses que j'aime un peu moins, mais ça, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Alors, on va y revenir, mais Marie, d'abord, explique-nous... Donc, moi, mon mot, c'était étendard. Et en fait, c'est un mot, c'est un peu à double sens, à double tranchant, parce que c'est un film, comme toi, j'ai des réserves dessus, mais je suis quand même hyper contente que ce film existe, parce que tu t'en as parlé, en fait, t'as tourné autour du pot sans dire le mot, donc je vais balancer un gros mot, mais en fait, c'est un film sur la culture du viol. C'est un film sur, ces femmes qui couchent le premier soir, ça arrange bien les mecs, mais qui ensuite les traitent de salopes. C'est un film sur est-ce que profiter d'une fille saoule, donc c'est ce qui est arrivé à Nina, la meilleure amie du personnage de Cassie. C'est ce qui lui est arrivé lors d'une soirée étudiante quand elles étaient étudiantes en fac de médecine toutes les deux. Elle était ivre, il y a un mec qui a profité d'elle et elle s'est visiblement, spoiler, si vous voulez pas savoir la fin, voilà, enfin c'est même pas la fin mais c'est le plot du film, mais voilà, elle s'est suicidée visiblement à cause de ça. Et en fait tout le film tourne autour de ça. En fait l'idée c'est en fait, c'est un viol. Beaucoup de gens ne considèrent pas ça comme un viol. Et ça brise des vies. Donc, littéralement, cette fille-là qui s'est suicidée et son amie dont la vie s'est arrêtée, en fait, elle est figée. C'est un personnage qui vit dans la maison de ses parents encore à 30 ans. Elle a arrêté la fac de médecine. Elle a pris un petit boulot dans le petit café du coin. Elle se contente d'une petite vie. Elle est dans une maison c'est la maison de ses parents qui est littéralement figée dans le temps, qui est hyper kitsch. Elle est dans une chambre d'ado, elle porte des pyjamas roses. C'est vraiment, son développement s'est arrêté en fait à l'époque où elle était étudiante, donc elle a plus ou moins une vie d'ado, sauf que c'est ses 30 ans en fait. Pendant le film, elle vit ses 30 ans et d'ailleurs ses parents lui offrent de manière très subtile une valise rose pour aller avec le reste, mais pour qu'elle s'en aille et qu'elle vive sa vie, parce que c'est en fait un personnage qui s'est arrêté de vivre au moment où son ami, il est arrivé ça à son ami et où son ami s'est suicidé. C'est aussi une histoire d'amour en négatif, où elle nous parle de cet amour qu'elle avait avec cette fille, de cette amitié hyper forte. Et c'est un film sur le deuil aussi. Elle n'arrive pas à faire son deuil, elle n'arrive pas à outrepasser ça. Et au final, son but, c'est juste qu'on reconnaisse que ce qui est arrivé à son amie, c'était pas la faute de son amie, que c'est pas en fait, un viol, c'est pas la faute de la fille, qu'elle soit saoule, qu'elle soit habillée comme ci, comme ça, et que ce soit en survêt ou en jupe, qu'elle soit saoule ou pas, en fait, c'est pas sa faute. Et elle veut juste qu'on reconnaisse ça, et elle veut juste, jusqu'à la fin, donc la scène dont tu parlais, où elle va déguiser en infirmière sexy à l'enterrement de vie de garçon du violeur de son ami, elle veut lui graver son nom sur le corps, et c'est littéralement le plot de plein de films d'action qu'on a vus où c'est dis le nom de ma femme qui est morte, dis le nom de mes enfants, là c'est dis le nom de mon amie qui est morte en fait, et c'est juste une quête comme ça, c'est une quête vengeresse. Donc moi je disais étendard parce que je suis hyper contente que ce film existe, comme pas mal d'autres films, de séries qui commencent à émerger maintenant, parce que c'est des représentations qu'on n'avait jamais en fait. C'est des films qui parlent de sujets dans lesquels on se retrouvait pas, parce que évidemment, moi, en tant que femme, je pense que c'est différent d'autres personnes ici, où moi, je peux pas détacher ce film-là et le critiquer juste comme un simple objet cinématographique, parce qu'en fait, je me prends en pleine gueule, sûrement comme toi, Clémence, le sujet lui-même, parce que ça nous est arrivé, c'est arrivé à des amis. En fait, je pense qu'il n'y a pas une femme de notre âge qui ne connaît pas une histoire comme ça dans son cercle proche, voire qui lui est arrivée à elle-même. Ouais, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que le portrait du violeur est très différent de ce qui est très souvent présenté dans les Rape and Revenge, où on voit toujours voilà, c'est le sale type, alors que là, ce que j'ai qualifié de prédateurs dans l'introduction, c'est des mecs comme Monsieur Tout-le-Monde, c'est comme des potes qu'on pourrait avoir dans notre groupe et qui, à un moment, on découvre qu'on a quelqu'un de notre entourage qui a... les personnes vont minimiser et dire mais j'ai glissé, mais c'est un dérapage. Elle était un peu bourrée, voilà, c'est un dérapage. Bourrée, ça, on l'entend et là, tout le temps. Ce film-là a le mérite de dire non, ce sont des viols, ce sont des tentatives de viol. C'est une personne pas consciente, c'est un viol quoi. C'est ça. À partir du moment où il n'y a pas consentement explicite,
c'est un viol. Et c'est ça en fait, le truc c'est que en fait, je pense que c'est une évolution, alors que pas mal de gens veulent pas encore voir aujourd'hui, mais c'est l'évolution de la figure du méchant dans l'horreur. C'est que pendant des années, on a eu des monstres gothiques, on a eu des vampires, des loups-garous, des personnages surnaturels. Après, il y a eu un déplacement dans les années 70-80 où la figure du vilain s'est déplacée dans le slasher par exemple, avec des boogeymen, avec des psycho-killers, mais en fait donc c'était une horreur qui se rapprochait un peu plus du quotidien, qui était un peu plus dans la ville, dans la banlieue, etc., avec un psychopathe. Mais en fait aujourd'hui on a une petite partie de l'horreur qui se déplace sur ça et qui dit en fait le violeur c'est pas Frank Zito dans Maniac, c'est pas un sale type dégueulasse qui te suit dans la rue dans un parking, c'est ton pote, c'est ton meilleur ami, c'est ton père, c'est ton frère, c'est ton ex, c'est ton mec qui à un moment a fait ça. Et c'est ce que ce film montre, c'est que c'est que des mecs bien sous tout rapport, c'est des étudiants des anciens étudiants en médecine qui maintenant sont devenus docteurs, et en fait la scène où elle va voir la doyenne de la fac, c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui quand on dit oui mais vous savez, des accusations comme ça, on en a tous les jours. C'est parce que des choses comme ça se passent tous les jours. Et on peut pas briser la carrière ou la vie de quelqu'un sur une accusation. Et c'est exactement, en fait... moi, c'est pour ça que j'ai du mal à analyser le film en tant que film lui-même, parce que c'est des trucs dans lesquels on est vraiment trop plongé aujourd'hui. En tout cas, en tant que femme, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est le genre d'argument retors, là. Ça pourrait briser la carrière de quelqu'un si jamais c'est c'était complètement et c'est tout le temps bullshit. ça. Le titre est une référence à une histoire qui s'est déroulée sur un campus américain où un violeur n'a jamais été envoyé en prison parce que c'était sa parole contre celle de la victime, et la doyenne ou le doyen de la fac a dit on ne va pas briser la carrière de ce jeune homme prometteur. D'accord. Et c'est tout le temps comme ça. Et oui, parce que en plus c'est toujours des profils. Tu sais, on te dit toujours mais regarde, c'est un mec brillant. En plus, il est beau. En plus, il est. Mais oui, mais parce qu'en fait, voilà, comme je disais, le violeur, c'est pas le mec tout pourri, dégueulasse. Donc voilà, moi, je suis très contente qu'il y ait ces films-là dans ce genre de films. Il y a aussi il y a la série I May Destroy You qui parle vraiment du viol et de la reconstruction, et qui est hyper intéressante, hyper importante de ce point de vue-là. Il y a plein de réalisatrices, parce que c'est des histoires qui peuvent être, je pense, à mon sens, racontées que par des femmes, en fait, parce que c'est du vécu de femmes, en fait. Et c'est sûr qu'on est hyper loin du rape and revenge. On n'est pas du tout dans le côté jubilatoire de la vengeance sanglante où elle truciderait des mecs, parce que moi, là où j'ai aussi un peu un problème, c'est que le film, il est vendu comme ça. Le trailer, il est vraiment comme ça. On a l'impression que c'est elle le prédateur, que c'est elle qui va chasser des mecs, mais en fait sa chasse, elle est jamais heureuse de ce qu'elle fait. Elle se détruit elle-même en faisant son espèce de chasse et de quête vengeresse, où elle se punit autant qu'elle punit les autres, parce que quand elle punit elle tend un piège à la doyenne, elle tend un piège à une ancienne amie elles étaient un petit trio avec son amie Nina, et elle est jamais, en fait elle jubile jamais, elle est aussi mal d'avoir fait ce qu'elle a fait, mais elle veut juste donner une leçon à ces gens-là, et en fait elle est jamais dans cette jubilation. Le problème moi que j'ai avec le film, c'est que du coup sur la toute fin, donc on va spoiler. Donc moi j'étais déjà très étonnée que le personnage meure. Je me suis dit c'est cool, au moins le film va au bout de son idée, parce que donc elle meurt, elle se déguise en infirmière sexy, elle s'infiltre dans l'enterrement de vie de garçon, et donc elle coince le mec dans la chambre, elle l'attache et elle veut lui graver le nom de son ami dessus. Et il finit par l'étrangler dans une scène l'étouffer sous un oreiller, dans une scène qui est assez longue et assez dure, même si ça se passe beaucoup hors champ et que la caméra se recentre petit à petit sur l'homme qui est en train de l'étrangler. On voit un peu ses bras qui essaient de bouger, qui essaient de se... Mais ça dure plusieurs longues minutes. C'est quasiment en temps réel, en fait. Je pense que c'est plus ou moins les 3-4 minutes qu'il faut pour étouffer une personne, j'imagine. Et en fait, moi, jusqu'à ce que la scène passe au lendemain matin, je me disais non, mais en fait, elle va se relever. Il y a un truc, possible, tu vois. Il y a quelque chose. Et je trouvais ça bien, du coup, que le film aille jusque-là, parce que donc après, il y a son ami, j'ai pas le nom de l'acteur, mais c'est l'acteur qui joue Schmidt dans la série New Girl, qui a une tête de frat boy hyper caricaturale, qui vient et il décide de brûler le corps. Il dit bien à son ami, mais c'est pas ta faute. Et même lui dit quand même un petit peu, il fait non, c'est pas ta faute. C'est toujours ce qu'on entend dans ces cas-là, même si à partir de là, c'est joué de manière un peu caricaturale, ou en plus, il lui fait une vanne du genre, t'as tué la stripteaseuse, on est quoi, on est dans les années 90. Et moi, ça m'a un peu fait tiquer en me disant, j'aurais bien aimé que ça reste plus sérieux, du coup. Et donc, ils vont brûler le corps, où on voit qu'il nie vraiment jusqu'à la fin une tombe décente, et les parents de cette fille ne sauront pas ce qu'il est advenu d'elle et tout. Et donc jusque là je me disais c'est bien, parce que le film va vraiment au bout de son idée, et j'aime pas la petite fin
qui est la vraie fin, mais que moi j'aime pas, où elle envoie des textos qu'elle avait préprogrammés parce qu'elle se doutait qu'elle risquait d'y passer. Et j'aime pas cette fin où elle envoie un petit smiley, genre en fait ils sont au mariage du mec dont c'était l'enterrement du violeur, donc dont c'était l'enterrement de vie de garçon, et elle envoie des textos à son ex, qui du coup, on n'a pas parlé, mais on va peut-être aborder cet arc-là, mais voilà, qui était en fac de médecine avec eux, et elle lui envoie des textos en mode je vous ai eu avec ce petit smiley. Et en fait, j'aime pas parce que du coup, dans cette fin-là, ça sombre dans le petit côté jubilatoire qu'il avait réussi, que sa vengeance avait réussi à éviter depuis pendant tout le film en fait. Et j'étais hyper déçue, surtout qu'il y a cette scène un peu au ralenti où l'autre s'échappe en courant, où ça fait un peu grand guignol et du coup voilà, j'étais un peu déçue par cette fin là. Mais bon, tout ce qui venait avant, je pense, c'était quand même nécessaire. Donc je parlais d'étendard. Donc pour moi, c'est des films qui sont importants. Après, il y a pas mal de films dans ce genre-là et ils sont pas toujours bien faits comme celui-là, mais je pense qu'ils sont intéressants. Après, le côté négatif de l'étendard, c'est que pour moi, c'est des films qui prêchent des convertis, qui vont nous parler à des gens qui sont à des femmes ou des gens qui sont sensibles à ces sujets-là et qui vont, dès leur trailer, dès la promo, écarter les personnes qui sont absolument réfractaires à tous ces sujets. Et du coup, pour moi, c'est autant un bon point qu'un mauvais point parce que, en fait, c'est des films qui prêchent des convertis. Et du coup, je pense que nous, on s'en satisfait, mais qu'en fait, ça fait pas avancer grand-chose. C'est ça, finalement, c'est à qui s'adresse ce film. On en discutait, on en a longuement discuté en dehors des micros avant. Et c'est vrai que, voilà, nous, on est un public idéal en quelque sorte, on est déjà sensibilisé à ces questions-là, mais finalement les personnes qui devraient être sensibilisées risquent d'être totalement hermétiques aux propos. C'est ça, pour moi c'est un repoussoir pour ces personnes-là. Oui et non, moi je suis pas exactement le public idéal, surtout il m'a été, tout le monde me disait que c'était absolument nul à chier ce film, tous mes potes cinéphiles. Ouais, mais t'as déjà une sensibilité qui est un peu plus proche de la nôtre, on va dire. Peut-être, mais il y a une petite figote qui se maille en toi. Ouais, ça c'est sûr. Mais il y a un truc là-dessus, et après je te laisserai parler Clémence, évidemment, mais sur lequel je suis assez sensible aussi, et la raison pour laquelle j'ai aimé, en fait, moi j'aime à partir puisqu'on parle, on peut dévoiler le film, j'aime à partir du moment où on réalise que le mec avec qui elle sort et elle tombe amoureuse, à un moment il y a un truc assez classique dans les films de vengeance, où en fait le type, pendant sa vengeance, retrouve un équilibre, et la vengeance revient frapper à sa porte, quoi. Et là je l'avais pas vu venir, en fait, alors que ça avançait de manière très logique, où elle s'aperçoit qu'il y a une vidéo en plus de cette scène, et que en plus dans cette vidéo, il y a le mec qui elle sort en ce moment, qui est un petit peu partie prenante, que ça choque pas, quoi. Donc ça, j'ai adoré. Et l'autre truc aussi qui m'a fait dire tiens, ce film il est quand même plus intéressant qu'un film qui serait, manichéen, c'est qu'effectivement, sa vengeance folle, ça on y reviendra, elle vise aussi des femmes, pas que des mecs. Et ça, je trouve ça, voilà. Là, du coup, je trouve que le travail, quand même, est très très bien amorcé dans ce film, même si, à mon avis, je pense qu'un autre film arrivera, comme tu dis, il y a trop de versions de script qui se succèdent avec des intentions différentes, et du coup, ça fait un résultat un peu brouillon. C'est quand même un bon coup de pied dans la fourmilière. Alors, c'est vrai qu'on parlait des apparences tout à l'heure et du fait que le film, on se demande à quel public il s'adresse finalement. Mais il y a cette question d'apparence parce qu'on reprend tous les codes du film pop très girly avec toutes ces couleurs pastel, alors que finalement le propos derrière est très noir. Et je pense que la bande-annonce pour ça est trompeuse. Moi, j'ai vu la bande-annonce avant et je m'étais dit... effectivement, on va être dans quelque chose, une histoire de revanche et comme tu le disais, Marie, il n'y a pas ce côté jouissif du tout. Pour moi, c'est même pas un film de revanche, c'est un film où elle recherche une reconnaissance. Et c'est ce qu'elle dit à la fin, c'est dis le nom de mon ami. Et en fait, les personnes qu'elle va piéger tout du long, à partir du moment où elle met son plan en place, c'est uniquement pour que ces personnes reconnaissent ce qui est arrivé à son ami. Quand elle va voir la doyenne de l'université, c'est pour qu'elle reconnaisse le fait que Nina était victime et que son violeur était coupable. Et c'est le cas avec l'avocat aussi qu'elle va voir à un moment et qui lui va faire amende honorable, et d'ailleurs il implore son pardon et elle annule la vengeance qu'elle avait prévue pour lui. C'est ça. Super scène aussi. Et voilà, mais donc on est à chaque fois dans ce retournement des codes et des apparences. Oui, parce qu'on a aussi un petit passage, comme t'en parlais Eric, un petit passage comédie romantique en fait, où elle rencontre ce mec et ça reprend vraiment les codes de la comédie romantique, où il vient la voir à son travail, il commande des cafés, c'est
c'est presque un stalker, enfin c'est pas un stalker mais il insiste comme dans beaucoup de comédies romantiques en fait. C'est ça, c'est le gentil relou mignon, du coup elle finit par céder et dire peut-être que je peux tenter un truc. Il y a ces passages très très pop, donc il y a ces couleurs, elle est toujours habillée, toujours en rose, avec ses cheveux blonds, avec des grandes nattes, des rubans, et ça fait aussi partie du truc que je disais où le personnage est coincé vraiment dans un personnage un peu adolescent, avec toutes ces couleurs. Elle a son petit carnet là où elle note les mecs qu'elle va traumatiser pendant la nuit, qu'elle entoure avec son chouchou qui est, j'imagine, une réminiscence des années, je sais pas combien, dans lesquelles elle était étudiante. Et il y a ce côté très pop, cette scène où ils chantent tous les deux sur du Paris Hilton dans une supérette ou je sais pas quoi. Et c'est aussi, je pense que c'est aussi un truc pour montrer qu'en fait, c'est pas la vie, comme tu disais, c'est pas manichéen en fait, c'est qu'il y a des moments cool, on est avec des gens qui sont cool et on s'aperçoit que dans leur passé ou que juste dans leur tête, il y a des choses qui, voilà, que ce mec-là, en fait, il a participé, il était présent au moment d'un viol sans lui-même se rendre compte qu'en fait que c'en était un, quoi. Et je pense que c'est des choses, ça nous est arrivé, même à nous qui aujourd'hui sommes peut-être conscients de ces trucs-là, ça nous est arrivé d'avoir un pote qui a dérapé, tu vois, même j'utilise le mot déraper, mais un pote qui a fait un truc, à l'époque on disait c'est bon, il a dérapé, on croit pas la fille parce que c'est notre pote, et en fait c'est pour montrer que voilà que le violeur ça peut être juste ou le complice, c'est le mec mignon qui te drague en ce moment et avec qui tu files la parfaite histoire d'amour comme elle. Et d'ailleurs, la toute première scène qui se passe dans une boîte de nuit, où donc on la voit qui a l'air d'être complètement éméchée, et il y a 3 mecs au comptoir qui sont en train de parler d'elle, et il y en a 2 qui ont... on va dire une attitude où tu te dis eux ça pourrait être des prédateurs, ils vont faire des remarques sur sa tenue, sur son attitude, et celui qui est présenté comme le good guy qui dit non mais c'est bon, arrêtez, finalement c'est lui qui va la ramener chez lui, et c'est quelque chose de récurrent dans la bouche de tous les hommes qu'elle croise en fait. À chaque fois c'est I'm a nice guy, je suis un mec bien, donc là aussi on est dans ce dépasser la première image qu'on pourrait avoir, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle aussi, finalement, celle qu'on pourrait prendre pour une espèce d'héroïne qui va pourfendre comme ça et porter justice d'une certaine manière, elle aussi a ses failles. C'est ce que tu disais, Eric, et peut-être que tu vas vouloir développer. Ouais, complètement. Là-dessus, en fait, moi, je pense qu'il y a un truc, on en parlait avec d'autres gens là, qui détestaient le film, et je pense qu'ils ont confondu aussi, alors peut-être aussi un petit peu à cause de la fin, qui la rend un peu trop... qui rend le personnage un peu trop calculateur peut-être, parce que ce personnage-là, en fait, quand tu regardes, elle est folle. Vraiment, c'est-à-dire, elle a arrêté sa vie, elle vit dans le passé, elle a un modus operandi qui est complètement obsessionnel. Et il y a cette scène, moi, que j'aime beaucoup, où il y a un type qui... elle manque d'avoir un accident de la route, et là, elle pète les plombs sur le mec qui l'insulte, elle lui brise le pare-brise, etc. Et tu sens que là, elle pète une durite. Et j'aime bien cette scène, parce que je pense que un mauvais film, sans pointer du doigt, avec une femme qui se venge, l'aurait fait basculer dans l'action, et aurait repris tous les codes du film d'action des mecs, et aurait augmenté la force de la fille, baissé la force de ses agresseurs. C'est ce qu'on voit dans les films de super-héros, évidemment, mais partout un peu, où en fait on voit ces filles qui ont des forces surhumaines, comme si on voulait maintenant que voilà, l'égalité homme-femme est traitée dans les médias, comme si on voulait leur donner exactement les mêmes rôles qu'aux hommes, et je trouve ça complètement débile. Et ce que j'aime bien dans ce film-là, c'est que justement, en fait, son modus operandi, il est très névrotique, il est très réfléchi, et que cette femme-là, en fait, elle est toujours sur le point de péter un plomb, tout le temps, et ce qui d'ailleurs l'empêche de mettre à bien son plan. Et je trouve que ce degré de folie-là, généralement, quand on arrive à le traiter sur la durée, on n'a jamais affaire à un mauvais film, en fait, à une folie qui est dense, qui est opaque, et qui reflète quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si on peut parler de folie, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'elle le dit dès le début. Elle le dit. Elle aurait pu avoir une carrière de médecin brillant, mais elle ne veut pas de cette vie. Elle pourrait et elle n'en veut pas. Elle a rejeté ça de manière volontaire. Et je pense qu'il y a plus une question de culpabilité derrière ça aussi. Elle le dit, hein, I'm trying to fix this, j'essaye de réparer ce qui s'est passé. Il y a une scène où elle discute avec la mère de sa meilleure amie. Et finalement...
comme vous l'avez dit, elle est restée bloquée à cette époque-là. Ouais, parce que même la mère de son ami lui dit il faut passer à autre chose. Et moi j'aime bien cette scène parce qu'elle elle est dans sa voiture ou devant sa voiture, elle regarde la maison de son ami, enfin des parents de son ami. Et donc la mère la fait entrer, elle discute sur le perron, elle boit une brique de jus de fruits comme une enfant en fait. Et la mère lui dit non mais en fait il faut arrêter quoi. C'est vraiment les parents de son amie morte qui lui disent il faut que tu passes à autre chose. Et c'est vraiment un personnage, bon on l'a déjà dit, mais qui est vraiment coincé dans ça. Et je pense que en fait le fait qu'elle meure, elle se doutait que c'était possible. Et c'est juste un personnage. En fait, c'est pas qu'elle est pas suicidaire, mais juste ça l'intéresse plus de vivre. Enfin, elle s'en fout. Je pense qu'elle est dans sa quête et que juste maintenant, elle s'en fiche et elle veut aller au bout de son truc. Et donc, tu parlais du personnage de l'avocat qui est joué par Alfred Molina. C'est Alfred son prénom, je sais plus. Qui est le seul personnage masculin un peu repentant parce qu'elle va chez lui, elle a prévu une vengeance, j'imagine qu'elle a prévu de le faire passer à tabac par le mec qui attend devant et lui en fait explique comment il travaillait, qu'ils avaient des mecs dans son cabinet payés pour trouver des vidéos, des choses compromettantes sur les réseaux sociaux, juste une vidéo avec une personne dans une soirée pour dire que voilà c'est une circonstance atténuante parce que la fille s'est pas fait violer, elle était juste saoule machin, et donc ce mec lui explique tout ça et c'est le seul personnage masculin, peut-être avec le père, mais bon, le père est un peu inexistant, mais c'est à peu près les deux seuls personnages masculins qui ont un arc qui est pas scandaleux, on va dire, dans ce film. Donc c'est pour prévenir les hashtags Not All Men qu'on aura. Est-ce que vous voyez des choses à ajouter ? Est-ce que... moi je regrette un petit peu, et je pense que ça c'est la fabrication du film, je sais pas combien il a coûté etc, mais que parfois c'est vrai que le film il est pas très habile. Moi je me souviens, elle travaille dans un café et moi c'est des scènes qui m'ont choqué et on voit que c'est pas un café en fait, c'est un studio, c'est une pièce blanche, il y a pas de découpage dans ces scènes là et parfois le film malheureusement il est un petit peu cheap là-dessus. Heureusement il se fait quand même rattraper par l'interprétation est folle je trouve, de Carey Mulligan, super, incroyable quoi. Et quand même par des bouts de script. Alors moi je parlerai pas de la totalité du script parce qu'il y a des problèmes, il y a des bouts de script, il y a vraiment des tours de force en fait dans ce script là. Donc ouais, c'est quand même moi j'encourage les gens à le voir, même ceux qui se disent que ça va être un brûlot féministe chiant. Moi je trouve pas en fait, je trouve que c'est qu'en fait je trouve qu'il est vendu comme ça et que du coup comme je disais ça fait un peu repoussoir pour les gens qui ont pas envie de voir ça, mais c'est bien plus que ça. Et moi j'ai été vachement étonnée parce que je pensais pas du tout voir ça. Pourtant c'est un film, ça fait avec le Covid, la sortie a été retardée, ça fait 1 an qu'on voyait des trailers, des affiches et moi je l'attendais vraiment et j'étais assez étonnée parce que c'était pas du tout ce que je pensais voir et j'étais agréablement surprise sur ça. Et après sur ce que tu disais, ouais, le script, moi je suis étonnée qu'il ait eu le scénar, l'Oscar du meilleur scénar parce que justement il part un peu dans tous les sens et il y a des bonnes choses et de très mauvaises choses, mais des choses un peu lourdes aussi, comme le fait que le personnage s'appelle Cassandra. Voilà, il y a des trucs, c'est vraiment... En fait, c'est ça qui me gêne, c'est qu'il y a des trucs hyper fins et d'autres trucs qui viennent avec leurs gros sabots. Et du coup, je me dis, ça donne du grain à moudre à tous les gens qui auront envie de le critiquer et qui auront raison sur ces points-là. Mais voilà, tous les aspects qu'on a déroulés juste avant valent vraiment le coup du visionnage. Et puis au niveau de la réalisation aussi, il y a... Alors, on peut reprocher au film de faire très Sundance, mais il y a des plans qui sont intéressants. Il y a tout un jeu sur les couleurs, notamment les couleurs des vêtements qu'elle porte. J'ai vu le film 2 fois, donc j'ai renoté à chaque fois. Et par exemple, la couleur rouge apparaît uniquement dans les scènes où elle va mettre en place un élément de son plan. Et dans les scènes de pardon, elle porte toujours du vert. Non, mais c'est intéressant. De toute façon, un film dont on parle autant, c'est-à-dire dans cette pièce et en dehors, parce que ça a été une grosse discussion, voilà, il dépasse le bon ou le mauvais, en fait. Ça veut dire qu'il a une densité qui fait qu'à mon avis, il faut le voir. Je pense que c'est un film qui allait un peu plus loin d'un autre film, en fait, qui parlait d'une autre manière, qui parlait plus un peu du scandale Weinstein, là, qui s'appelait The Assistant, avec la fille qui jouait dans The Ozark, je sais plus comment elle s'appelle, la blonde, elle est super. Bref, et ce film-là, en fait, était pas mal, mais c'était un peu encore plus Sundance, c'était très austère. Ouais, à la Chantal Akerman, vraiment, ouais. En fait, tout se passait hors champ, etc. Et du coup, ça, je pense que ça passait un petit peu à côté Et tu vois, et je l'ai vu au même moment que Promising Young Woman, et j'avais oublié que je l'avais vu, tu vois. Et pourtant, Promising Young Woman m'est resté dans la tête, quoi. La comédienne dans The Assistant, c'est Julia Garner. Ouais, merci beaucoup. Julia Garner, qui est super, d'ailleurs. Très bien. Si vous voulez vous faire votre propre avis sur Promising Young Woman, vous pouvez aller le voir. Il est disponible dès à présent en salle. Il est sorti ce mercredi 26 mai. Dans la dernière émission, on a parlé d'Army of the Dead. Alors Alain, est-ce que notre répondeur a fini saturé de messages ? Est-ce qu'il y en a qui ont été plus enthousiastes que nous face au dernier Zack Snyder ? Dis-nous tout. Ils en ont pensé quoi, nos auditeurs ?
Salut Capture, c'est Régis, je m'occupe d'affiches pour le cinéma et je voulais vous dire que j'ai beaucoup aimé Army of the Dead parce que ça faisait longtemps que je me demandais comment est-ce que je pouvais regarder à la fois Aliens, New York 97 et un film de zombies. Il me manquait ce film dans ma culture cinématographique. Voilà, c'est chose faite. Merci Zach. Voilà, ça n'aura pris que 2h30, même si j'ai un petit peu dormi au milieu. C'est bien donc d'avoir la confirmation que Zack Snyder a besoin d'un producteur derrière, parce que quand il est tout seul, il fait un petit peu n'importe quoi. D'habitude, je suis plutôt client du réalisateur, mais là, j'ai été déçu comme jamais entre l'écriture complètement aux fraises, le rythme mimoulette, le ton qui sait pas choisir entre le turbo débile et l'ultra sérieux premier degré. Comme ça sait pas choisir, c'est jamais fun, jamais dramatique, mais en tout cas jamais divertissant. Et là où Snyder, il avait un style visuel clinquant qui plaît pas forcément à tout le monde, ici, là, on a l'impression que ce qui a été léché, c'est l'objectif avec le sandwich jambon beurre de la cantoche. J'ai vraiment perdu du temps devant ce truc long et ennuyeux, donc je n'ai pas non plus envie de perdre du temps à en parler. Je vais plutôt recommander à la place Land of the Dead, le 4e opus de la série des morts de George Romero. Ce n'est peut-être pas l'épisode le plus apprécié de la saga, mais moi je lui trouve de très grande qualité, dont surtout ce leader zombie charismatique, qui est quand même d'un tout autre niveau que le barbare tout nul qu'on a dans le film de Snyder. Non mais franchement les gars, vous êtes choqués qu'ils vous mettent Zombie des Cranberries parce que ça parle de zombies, alors qu'il a commencé par Suspicious Man et Viva Las Vegas parce que ça parle de Las Vegas, parce qu'une femme qui tire avec sa grosse mitraillette plein de balles dans tous les sens, elle a un t-shirt Female Ejaculation, et c'est Zombie des Cranberries qui vous choque, et Hey l'équipe de Capture Mag, je passe juste pour dire que malgré toutes ses faiblesses, j'ai trouvé Army of the Dead généreux et foisonnant de petites idées très cool. Alors oui, Zach reprend des scènes de ses films préférés, ça se sent entre le clin d'œil du début au Loup-garou de Londres, ou la mort d'un des personnages qui fait penser inévitablement aux The Revenant. Pourtant, ça se sent que le réal s'éclate, et malgré un manque de budget flagrant, Army of the Dead m'a fait du bien. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est sûr, mais c'est pas un navet non plus. La bise à Yannick! Army of the Dead, c'est caca. Army of the Dead de Zack Snyder, c'est long, c'est poussif, c'est ni fun ni jouissif comme ça pourrait l'être. Il y a quelques bonnes idées, tout n'est pas acheté, mais c'est vraiment noyé sous les incohérences scénaristiques, les zombies Yamakasi et Christine Angot en pilote d'hélicoptère. C'est raté. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment le dernier film de Zack Snyder est un événement cinématographique, en fait. Il y a une époque pas si lointaine où on attendait le prochain Wachowski, le prochain Michael Mann, le prochain Fincher, et là on en est on attend le prochain frère Russo ou le prochain Zack Snyder. Où c'est que ça a merdé? Salut Capture, ça va? Julien Charpentier à l'appareil. Bon, je dois admettre que même si vous défoncez encore Snyder comme des brutes, cette fois j'aurais été un peu plus d'accord avec vous que d'habitude. Étirer son film sur 2h30 pour laisser ses personnages à l'état d'archétype, c'est au mieux maladroit. Ouvrir plein de portes, ok, pourquoi pas, mais ça devient au bout d'un moment moyen pour raconter une histoire qui se tient de bout en bout. Quant à la structure scénaristique, Snyder choisit jamais ce qu'il veut raconter, et encore moins comment il veut le raconter. Ça devient compliqué. Maintenant, visuellement, vous trouvez ça moche? Écoutez, je trouve ça beau. Je trouve ça assez élégant, cette absence de profondeur de champ, et assez inhabituel en plus. Après le 1.33 de Justice League, Snyder continue de tenter des trucs, je trouve ça positif. On a aussi un rythme qui est très bien tenu, même si le film est trop long, et la scène de fight avec les zombies endormis me plaît beaucoup. Bref, au final, c'est pas si mal Army of the Dead. Bon, c'est pas bien, mais c'est pas si mal. Je vais plutôt m'exprimer sur les commentaires de la critique de Capture Mag. Dire que l'équipe Capture Mag est cynique, n'aime plus rien, fait du Snyder bashing parce que c'est la mode, et dire qu'il faut arrêter de se prendre la tête à chercher une cohérence dans un film de zombies, c'est terrible comme propos. Parce que justement, c'est à force de bouffer du cinéma qui se prend pas la tête qu'on a des films de plus en plus médiocres. Un film, et surtout dans le genre zombie, devrait être porteur de sens, de réflexion sociale, ou être complètement jouissif. Rendez-nous le fun, rendez-nous une véritable profondeur thématique, mais arrêtons de bouffer de la merde comme des moutons, arrêtons de sacraliser la médiocrité. Parce qu'après, on nous proposera que ça, ce qui est déjà à moitié le cas. Soyons critiques, prenons-nous la tête et qu'on nous fasse de bons films, putain. Sale temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Eric, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci à toi Clémence. Merci Clémence.
Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. On continue à grandir grâce à vous et on vous prépare quelques belles surprises pour la fin de la saison. Si vous découvrez l'émission et que vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis il y a d'autres façons de nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans un peu moins d'une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.